avant de me lancer. Donc, en ce moment, normalement, on est en live. Je vais aller voir sur Facebook. J'ai remis mes lives sur YouTube la semaine passée. J'ai réussi à tout les télécharger et à les mettre dessus. Je ne sais pas pourquoi là, ça a marché. Puis, à chaque fois qu'un live commençait, la phrase que j'entendais, c'est « Maintenant, on est supposé être en live. » C'est comme la phrase que j'ai le plus dit dans ma dernière année. « Maintenant, on est en live. » Ou tu peux la couper avec un logiciel de montage vidéo pour faire mine de rien. Je la trouve juste très drôle. Ça va devenir un gag. Bon, OK. Là, on est en live. C'est ça. Il y a le live à Dany en plus à soir. Ils viennent de partir eux autres aussi. Puis ça, je pense qu'à 8h, il y a un live sur le groupe noir. Voilà. Les gens arrivent tranquillement, pas vite. Je te l'ai envoyé en message privé si jamais tu veux le repartager. Merci beaucoup. En fait, je viens de fermer mon Facebook pour ne pas entendre les alertes incessantes qu'on connaît, parce que les pings, puis on a vraiment tendance à réagir immédiatement pour aller voir. Coucou Riley. Riley qui est arrivé. Donc, je vais laisser encore quelques secondes, puis je vais partir le live. Juste le temps de laisser les gens arriver un petit peu. Parfait. Bonsoir et bienvenue. Même pour moi qui le fait, je suis là. Comment ça? Dites-nous les gens qui sont avec nous, qu'on puisse savoir à qui qu'on parle, comme d'habitude. Trop de live en même temps. Oui, je le sais, Martial. C'est mon dilemme. Martial. Des fois, moi aussi, je quitterais mes propres lives pour aller voir les lives des autres, mais je peux pas. Allô, Chana? Bonjour, Chana. Au moins, tous ces lives-là se regardent en différé après. Oui, au moins. C'est ça qui est positif, si on peut aller les revoir. Hein. Puis avec ta bonne idée de mettre ça sur YouTube, c'est d'autant plus facile de le faire. Mais je me suis dit, tant qu'à mettre partie d'une chaîne YouTube, pourquoi pas l'optimiser plus possible. Donc, fait qu'on va commencer. Donc, bonsoir, Shanti. Donc, les gens vont se joindre à nous tranquillement, pas vite. Merci d'être là. Bonsoir. Oui. Donc, bonsoir à ceux et à celles qui vont nous voir aussi en redifféré. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux et celles qui ne le seraient pas, ce soir, je suis avec Ariane Gélina. Donc, allô, Ariane, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci, Marie-Michel, qui m'a dit de l'appeler Marie. Donc, merci, Marie, de me recevoir pour ce live. Ça me fait plaisir d'être avec vous en direct, en différé, peu importe, pour parler des littératures d'imaginaire, entre autres, que j'aime tant et que Marie aime forcément beaucoup aussi. C'est correct, Riley. Riley, elle a comme une migraine depuis 4 jours. Fait que c'est correct. Allô, Thaïs, joins à nous. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, comme on parlait un petit peu au début, on parle pas juste des livres, on parle pas. Fait qu'on commence, c'est très simple avec la première question qui est comment est apparue l'écriture dans ta vie? Donc, c'est apparu vraiment comment, quand? Oui, le goût de raconter, il remonte à loin dans mon cas. Là. Avant même de savoir lire, j'avais le goût de raconter des histoires. J'ai eu différentes phases dans ma vie. Donc, jusqu'à à partir du moment où j'ai parlé autour de autour de 2 ans, 5 ans, eh bien, là, je parlais sans arrêt. Ensuite, je me suis refermée pendant à peu près presque jusqu'à ma vingtaine. J'exagère à peine. J'étais quelqu'un de très, très timide par la suite. Mais dans ma petite enfance, donc jusqu'à la prématernelle, je passais mon temps, puis j'avais une voix très, très aiguë, à raconter des histoires. Et puis, ma mère, qui est une excellente mère, et puis qui est peut-être à l'écoute, c'est tout à fait son genre, elle est toujours, elle va prendre sa retraite bientôt, technicienne en garderie. Et puis, donc, elle a vraiment le tour avec les enfants. Elle a contribué à élever des générations d'enfants, c'est sûr. Puis, au lieu de me dire, après 5-6 histoires, c'est correct, il y a quelqu'un qui disait qu'il avait mal à la tête, alors au lieu de me dire, bon, alors, maman a mal à la tête, c'est correct, va faire tes affaires, eh bien, elle m'encourageait à en raconter encore et encore et encore, et j'ai des cassettes enregistrées avec des vieux magnétophones sur lesquels je raconte des petites histoires qui sont, en fait, un peu mes premières nouvelles, parce que c'était des histoires très courtes
souvent, il y avait un personnage qui rencontrait un problème. Déjà, il y avait des monstres qui étaient fréquemment là. Puis, il y avait un petit combat rapide. Ça se terminait souvent en faveur du personnage. Quoi, pas toujours. Mon goût de l'horreur était en germe. Et alors, par la suite, c'était déjà la fin. Puis, je racontais encore d'autres histoires. Après, quand j'ai commencé au primaire, j'ai eu une révélation inouïe avec la lecture. Ça a sûrement été ton cas, Marie. Sinon, c'est venu plus tard. Puis, c'est là que je suis devenue vraiment plus réservée. Je passais mon temps avec un paravent de livres. Là, c'est un des miens, là, mais je déteste m'auto-lire. Mais bon, j'ai mes livres à mon tour. Donc, c'était vraiment, je me cachais dans des livres. Je passais mon temps à lire. Et c'est là que j'ai commencé à dire, quand on me posait la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie, Ariane? Je disais, je veux être auteur. Là, on me répondait, tu veux être professeur de français? Non, je veux être auteur. Puis là, non, tu veux être professeur de français. J'ai fini par comprendre à travers le temps qu'on essayait de me stimuler positivement à avoir un emploi lucratif. Bon. Bon, et qu'on voulait me suggérer d'écrire pendant les vacances d'été ou entre 2-3 corrections. Bon, par la suite, j'ai enseigné, peut-être qu'on en parlera. Écrire et enseigner, c'est vraiment pas évident de trouver le temps pour le faire, mais j'avais mon idée de petite fille de 7-8 ans de vouloir écrire. Puis, peu de temps après, autour de 10-12 ans, avec mes amis, c'était un peu avant mon époque, c'est ce que je pourrais appeler mon époque pré-gothique. On regardait des films d'horreur cachés à l'insu de nos parents. Là. C'est pas ma super mère là, qui nous aurait assises toutes les quatre devant un film d'horreur 18 ans et plus. Mais il y avait le père d'une des filles qui était pas vraiment au courant de ce qu'on regardait. Puis elle avait tout le sous-sol à elle. C'était très facile. C'est comme ça que j'ai été en contact avec mes premiers films d'horreur. Sur les 4 filles, on était 3 aimés ça. Il y a mon amie Joanie, pour ne pas la nommer, qui ne veut plus, qui aime pas vraiment regarder des films d'horreur encore à cause de cette époque-là. Donc, le goût de l'écriture s'est mêlé à celui de l'horreur. Je trouvais ça extrêmement impressionnant. C'est tout ce qui est gore. Puis par la suite, j'en ai écrit un peu aussi, par exemple. Un peu à la Maison des Vissards, si on pense à certaines nouvelles ou dans mes romans, il y a presque toujours systématiquement des scènes d'horreur ou de temps en temps. Je dirais pas systématiquement, mais il y en a au moins une par livre. Et puis ensuite, bon, ça prend un certain temps avant que je me décide d'étudier la littérature. Et puis, c'est pas tout le monde qui écrit qui va étudier la littérature. Là. Mais j'ai décidé de le faire. J'étais quelque part dans la vingtaine. Je suis en train de trahir mon âge, ayant plus de 10 ans de pratique. Puis, j'ai écrit des nouvelles. Je sais que tu as reçu Raphaël Béadan, avec qui tu as parlé de l'écriture de nouvelles qui peut souvent précéder, chez certains auteurs et autrices, les romans. Dans mon cas, c'est purement ça. J'ai écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines de nouvelles, pas toutes bonnes, pas toutes publiables. Il y en a que j'ai mises de côté dans ce que j'appelle mon caveau, mis de côté. Et graduellement, j'ai écrit de plus en plus long. Donc, nouvelles, novellas, petits romans, puis des romans. On pourra peut-être en parler, mais là, ça a commencé avec l'envie de raconter de la très petite fille avec la voix suraiguë et le magnétophone de ma mère. Je ne sais pas si j'avais cet engouement-là pour l'histoire quand j'étais jeune, mais j'avoue que l'amour de la lecture est apparu quand même assez tôt au primaire. Donc, sur ça, je le comprends. Shana, qui aimerait savoir, c'est lequel est ton film d'horreur préféré? Oh, j'en aime énormément. Mais bon, dans ceux qui m'ont marqué au départ, il y a classique, toute la série des Vendredis 13. Donc, avec mes amis, on les a regardés dans l'ordre. C'est sûr, ils sont pas tous bons. Là. Je pense notamment au 8e qui est à éviter. Ça, c'est déjà dans ma note. Mais il y en a des très intéressants là-dedans. Donc, ça a marqué mon adolescence beaucoup. Bon, je répondrai ça, sinon je vais vraiment en nommer plus, puis je vais m'égarer, puis c'est pas ça la question. Mais disons, si je le mets avec l'essence de la question, donc c'était dans les premières séries de films d'horreur qui m'ont marqué. Merci pour la question, n'hésitez pas à en poser. Ça. Oui, non, c'est ça. Ils sont habitués, je ne le dis pas, mais ils savent. Ça, c'est leur question à eux que je pose. Vendredi 13, qui est une série que je n'ai pas vraiment écoutée, personnellement. Moi, j'ai commencé. C'était quoi le premier? Je me souviens pas exactement. Je me souviens qu'on écoutait en cachette. Je pense que c'est les Décadents. Non, écoute, j'étais jeune. Je pense que c'était les films de peur.
que j'écoutais. En tout cas, je sais que j'écoutais des films en cachette avec mes frères. Puis genre, mon père nous avait fermé la télé, était branché comme l'autre bord du mur dans le salon, puis il avait fermé la télé. Et je me suis dit, je pense que c'était à partir de Noël, genre on écoutait ça de Noël dans le chambre avec mes parents, on était comme genre mes deux frères avec mon cousin. Et je me souviens, c'est la. Puis tu vois, à ce temps, je suis plus capable. Tu sais, j'en écoute, mais on me dirait que je suis comme. Je me suis ramollie avec l'âge. Mais si c'était le premier. Puis si c'était le premier Décadence, Marie, il y avait de quoi être impressionné, là, franchement, c'est assez saisissant. Celui avec le gars qui fait semblant de mourir au milieu de la pièce, c'est bien ça? Je me souviens pas, mais je pense que je me souviens vraiment pas. Mais je pense que oui, mais tu sais, je sais que ceux qui m'ont marqué, après, il y a le vaisseau fantôme, que c'est celui-là qui m'a marqué. C'est peut-être pas un des meilleurs, mais celui-là, il m'a marqué. Puis, je me souviens qu'il y en a un que j'ai écouté aussi, c'était genre Terreur sur 8 pattes. Lui, il m'a traumatisé. Puis, je suis pas devenue arachnophobe pour rien, OK? Ah ouais, ok, peut-être qu'on pourra reparler de la peur des insectes. Là, je suis quand même assez bonne candidate de ça, mais parfois ça dépend des époques, parce que tu dis, ça me fait penser que les films Destination Ultime, c'était quand même un petit peu de mon âge, donc ça m'avait marqué à l'époque. Mais avec du recul, des fois, comme je suis aussi de l'âge de I Know What You Did Last Summer, puis re-regarder ça, bon sang, que c'est pas effrayant et pas très réussi. Ben, un peu comme le film 13 fantômes, tu sais. 13 fantômes aussi. Oui, dans le temps. Puis quand je l'ai réécouté quelques années plus tard, j'ai fini par faire comme moi. Finalement, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Mais sinon, on pourra peut-être passer à d'autres questions. Là, mais côté film d'horreur, dans le dernier qu'on a vu, on a regardé Wrong Turn 2. En fait, alors ça, c'était quand même assez gore. C'est une espèce de famille qui est en contact avec de l'eau polluée d'une papeterie. Alors, il y a des déformations qui arrivent à la fois dans les comportements et dans le physique. Et puis, ça se fait découper, entre autres, à la moitié. De toutes les manières, amputé, ça va quand même assez loin. Donc, il se passe pas 2 semaines sans qu'on regarde un film d'horreur ou la tradition du slasher du vendredi soir, là. Et c'est pas pour rien que j'ai écrit, entre autres, de l'horreur. C'est là que j'ai peut-être déjà entendu parler de la Maison des Visages. Oui, c'est ça. C'est là que j'ai en numérique. Ouais, je vais même pas. Ils sont pas. C'est ça. C'est pas nécessairement quand on fait des recherches, c'est pas toutes les. Shanna a dit que le Wrong Turn, je sais pas comment dire, que ce film-là est assez spécial. Mais j'en ai vu quelques-uns aussi, des films qui m'ont marqué. Je me souviens peut-être pas les titres. Mais on lancera des débats plus tard sur quel est votre film d'horreur préféré. Donc, même chose pour les livres qui marquent. Je sais que tu finis en faisant choisir un livre. Quelle cruauté! Mais bon, j'ai encore au moins 1 heure. Oui, ça c'est ma dernière question. Au niveau de l'écriture, bon, c'est ça. Il y a plusieurs projets, on va en parler un petit peu plus tard. Y a pas, tu fais pas juste écrire, tu as d'autres, t'as une vie aussi. Tu fais d'autres projets aussi, on va en parler plus tard. Est-ce que tu réussis à avoir une discipline? Est-ce que tu réussis à avoir des moments d'écriture très réguliers? Ou c'est vraiment au niveau de quand l'envie se présente, quand tu as le temps, quand ça donne? Quelque part au milieu de la discipline et de la spontanéité, je dirais. J'ai déjà parlé de Raphaël Béadan, je vais reparler d'elle parce qu'elle a une discipline exemplaire. Comme elle te disait, elle écrit à tous les jours. Je me demande même si elle n'écrit pas les jours de fin de semaine. Wow! Dans mon cas, lorsque je suis immergée dans un projet, à ce moment-là, je vais avoir une discipline plus journalière, mais quand même, les fins de semaine, c'est assez rare. Si je suis en train d'écrire un roman, comme je viens d'en terminer un, j'ai une visite Céline. Bon, je vais vous le représenter plus tard. Si je suis en train de travailler sur un roman, eh bien, je vais essayer de au moins écrire 3 matins par semaine sur lui, si possible, parce que je crois à l'immersion dans le travail d'écriture, d'être je suis pas le genre d'auteur qui dit j'entends mes personnages me parler, mais je veux pas oublier qui ils sont. Et n'ayant pas une grosse mémoire, là, alors c'est comme un de mes caractéristiques personnelles. Je suis pas une encyclopédie vivante. Pour moi, retenir des dates, c'est quand même assez complexe, à moins que je me donne des trucs pour ça.
Alors, je veux être immergée pour pas perdre le fil conducteur ou le fil d'Ariane, si on veut, du récit. Mais je peux passer des grandes périodes sans écrire. Ça peut être des fois des semaines, des mois, parce que je veux pas pressuriser non plus les idées, l'inspiration autant que possible. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler les textes des autres aussi. Et pour moi, c'est essentiel de passer du temps dans une semaine à travailler les textes des autres. C'est pour ça que je suis directrice littéraire aussi. Dans un de mes emplois, je vais vous montrer si j'ai une revue, Le Sabar, donc qui est mon emploi principal en ce moment. Alors, comme directrice littéraire, je vais travailler avec des auteurs pour améliorer leurs textes. On pourra peut-être en parler si ça t'intéresse, Marie. Et je trouve que cet équilibre-là entre le travail sur mes propres textes et celui des autres pour les amener à leur achèvement, puis à travers un dialogue avec les autres auteurs, fait partie de ma façon d'écrire, de ma façon de vouloir être dans le milieu de l'écriture. Puis aussi, une des raisons qui fait que je travaillerai peut-être pas à tous les jours, c'est que puis ça, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'autre que moi qui me disait ça. J'ai une idée à la fois et je suis toujours convaincue que c'est la dernière de ma vie. Je peux pas affirmer comme en ce moment je viens de terminer un roman puis j'en suis là, je suis en train de travailler le roman, je suis pas en train de penser au suivant, je suis tout entière immergée dans le roman que je suis en train de retravailler. Alors je me dis toujours qui sait, cette idée sera peut-être un jour la dernière pour vrai, on sait pas. On souhaite pas. Mais en même temps, c'est pas trop pire parce que j'avoue que j'ai eu plusieurs auteurs qui avaient plusieurs idées en même temps et qui avaient le problème du mais il faut que je finisse lui, mais j'ai envie de travailler sur lui. Fait que ça fait peut-être pas plus mal non plus que ce soit un projet à la fois. Chacun au niveau de comment il est à l'aise de travailler. Il y a ça, puis ça me fait penser, j'ai pas parlé d'un aspect un petit peu qui est comme implicite à ta question, là, le plan. Donc, je suis une autrice à plan également. Donc, je sais exactement où s'en va mon histoire. Puis par le passé, c'est déjà arrivé que j'écrive des nouvelles comme quelques-unes dans Le Sabbat des éphémères. Puis je ne savais pas comment ça se terminait. Et je pouvais rencontrer la page blanche, mais en faisant des plans, je sais exactement que tel mercredi matin, j'écris telle partie de tel chapitre. Je peux pas me mentir à moi-même en me disant c'est quoi donc là, le contenu du chapitre. Donc je le sais. Et puis je fais du découpage, je travaille à la main pour mes plans. Seulement, j'écris les histoires à l'ordinateur, mais je fais du découpage scène par scène, donc je sais exactement où je suis rendue dans le roman. Est-ce que ça paraît que les plans changent ou normalement c'est pas mal, ça suit, puis tu sais que t'as comme pas de surprise finalement rendu au chapitre 7 que tu sais, il me semble que je prendrais ça différemment puis je m'en irais là. Pas des surprises fondamentales dans le premier jet. Après ça, quand les livres, les histoires vont se faire lire par des lecteurs, on peut appeler ça des bêta-lecteurs parfois, et puis ça peut arriver qu'ils vont voir des aspects importants à corriger. Donc, à ce moment-là, évidemment, il va y avoir du retravail à faire. Mais lorsque je suis en train d'écrire le premier jet du roman, eh bien, je vais quand même y aller relativement comme c'est prévu, mais je vais quand même pas cacher qu'il y a des fois il y a des personnages qui prennent davantage d'espace. Je commence à le savoir à chaque fois que je mets un animal, j'en profite pour montrer mon chat. Eh bien, il prend plus de place que prévu dans le plan initialement. Et alors, il faut dire que Eden, je ne ferai pas deviner son âge parce que c'est difficile à deviner. Eden a 18 ans et demi. Donc, ce qui est quand même assez rare pour un chat. Et depuis, toutes mes publications professionnelles ont été écrites avec lui, donc sur mes genoux. Presque, il est toujours là, c'est mon compagnon d'écriture. Auparavant, j'avais 2 chats, donc pendant presque 15 ans, j'ai écrit avec 2 chats sur moi, l'ordinateur. Il faut dire que c'était pas des gros chats, sinon ça n'aurait pas été possible, il aurait tombé sans arrêt. Je les soupçonne d'avoir planifier leur croissance, les 2, pour tenir sur mes jambes. Alors, je vais montrer Eden, donc, il est aussi très lié donc, au processus d'écriture, à la rédaction. Il est omniprésent. Donc, puis, effectivement, il y a 18 ans, si je me trompe pas, j'ai publié mon premier texte professionnel. C'était sous pseudonyme. Bon, je vais le dire au passage. C'était le pseudonyme de Hérélis Deslandes.
Puis par la suite, bon, j'ai commencé à publier des nouvelles. C'était plus autour de 2007. Avant ça, il y avait Irélis des Landes, mais toute la période de la vie d'Éden, donc de mon chat de 18 ans et demi, coïncide avec l'écriture. C'est quand même mignon. Oui, pour un chat, c'est attendri. Ben, c'est cool. Shanna qui a une très bonne question. Elle demande, est-ce que ton plan prend beaucoup de temps à faire? En fait, deux très bonnes questions. Est-ce que ton plan prend beaucoup de temps à faire? Est-ce que tu es porté à écrire tes scènes préférées d'abord au lieu de passer de A à B? Ah oui, j'ai su qu'il y a des auteurs qui écrivent le milieu du roman, la fin, le début, au gré des envies, de l'inspiration. Ça me fascine. Je suis trop linéaire dans ma façon d'écrire pour fonctionner comme ça, je crois. Peut-être que je pourrais l'essayer. Mais non, donc pour répondre à la question, j'y vais de façon plus le chapitre 1, 2, 3, 4, fin, puis après je recommence. Et les plans, j'y vais de plus en plus approfondi. Donc, mon premier plan va tenir, s'il y a 18 chapitres, il va tenir 18, c'est souvent mon nombre de chapitres, donc c'est pas un chiffre que je te dis au hasard. S'il y a 18 chapitres, mon premier plan va tenir sur 18 pages, donc à peu près une par chapitre avec des grands axes d'action. Puis qui sait, ce que je suis en train d'exposer, peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient écrire à qui ça pourrait être utile un petit peu. Pour ceux qui ont envie d'aller du côté des auteurs à plan, là. Parce que ça dépend. Se lancer comme ça avec la créativité déliée, ça a quelque chose de très séduisant aussi ça dépend de notre type d'auteur. Si on est du type d'auteur qui est plus à plan, donc j'y vais, je me fais une page par chapitre avec des grandes actions aussi en supposant qu'il y a un conflit entre tel et tel personnage, je vais juste écrire conflit, disons, Séverine Alban. Alors, je vais pas détailler plus que ça, mais après ça, la veille, avant de retravailler chaque début de chapitre, eh bien, j'écris 5 pages avec toutes les actions détaillées. Donc, si le personnage, il va boire du vin, je sais pas pourquoi je dis cet exemple-là à 19h51, hein? Bon, alors, le personnage, il va tendre la main pour s'emparer d'une délicieuse bouteille. Ça serait du whisky. Si on consulte mes personnages, eh bien, je vais l'écrire. Je vais écrire comme whisky. Après ça, je vais écrire sortie dans le parc, discussion sur telle chose. Donc, ça va être encore plus détaillé. Ben, c'est quand même détaillé. Au moins, moi, je serais de style comme ça, avoir un plan pour ne pas me perdre parce que je suis du style à me perdre dans mes propres mots. Je fais de la dysorthographie. Voilà. Moi, ça me prendrait des plans. Shanna qui a posé une très bonne question encore. Donc, merci Shanna pour tes questions. Merci Shanna. Qui dit pourquoi que tu as utilisé un pseudonyme avant et pourquoi l'avoir laissé tomber? C'est pourquoi avoir décidé d'écrire sous ton nom? Parce que j'avais une certaine réticence à m'assumer comme autrice. Je vous ai dit que j'étais extrêmement introvertie jusqu'à mes 20 ans environ. Et puis, j'étais un peu gênée de publier mes écrits. Puis aussi, le prénom d'Irélis, donc mon pseudonyme, c'était Irélis des Landes, eh bien, je l'avais inventé à un moment donné. Et puis, je le trouvais, j'aimais ses sonorités. C'est un nom qui existe pour ainsi dire pas. Si vous allez sur Google, vous allez tomber sur un comme Earlice, qui existerait visiblement sans accent, mais c'était H-E accent aigu, R-E accent aigu, lisse. Puis, des Landes, je trouvais que ça avait comme un vernis gothique qui me plaisait. J'ai dit tantôt en début de live que j'avais été gothique pendant plusieurs années et je trouve que c'est quelque chose qui subsiste toujours. Ne serait-ce que, comme on dit, une larme gothique. Alors, ce pseudonyme-là, puis la Lande est un lieu qui est extrêmement atmosphérique, sombre, fantastique, parce que mon amour de l'horreur dont on parlait tout à l'heure, évidemment, se combine à mon amour du fantastique, à mon amour des récits noirs et criminels que l'on aime, que tu aimes aussi. Et puis, je me disais, je vais avoir un pseudonyme unique avec qui va être quand même atmosphérique, inusité et qui va aussi, par le fait même, me permettre de me cacher un peu comme autrice. Et il y avait un autre élément, j'y pense, merci à Shanna, parce que comme ça nous rappelle des choses, les questions parfois, c'est que je me disais, bon, alors vous le voyez, mon nom de famille, c'est Gélina.
Et puis, en Mauricie, dont je suis originaire, c'est un des noms de famille les plus répandus. Vraiment, mes ancêtres, contrairement à moi, n'avaient aucun sens du voyage. C'est clair. Ils sont arrivés à Yamachiche et, Yamachiche, c'est pas très loin d'ici, à Trois-Rivières. Et quelques-uns se sont rendus à Shawinigan. Donc, en gros, les plus ambitieux ont dû parcourir 45 kilomètres. Donc, dans la Mauricie, les environs, il y avait tellement de gélinas que j'avais l'impression, peut-être un peu à tort, là, selon ce que un peu le temps m'a montré, que si je prenais mon vrai nom, eh bien, il y avait déjà 6 autrices qui s'appelaient Ariane Gélina. Finalement, je suis quand même un petit peu aidée par mon prénom, qui est devenu fréquent à travers le temps. Il y a eu plein de petites Ariane qui doivent avoir 7 ou 8 ans. C'était un des noms favoris il y a quelques années. Je fais ça sur Google, mais quand même, dans les auteurs qui publient en imaginaire actuel dans la trentaine, eh bien, j'avais pas d'homonyme. C'est une des raisons pour ça. Puis, est-ce qu'il y avait comme une sous-question au pseudonyme, à la question du pseudonyme de Chanel? J'ai répondu. C'est ça, pourquoi que finalement, tu avais décidé de te lancer? Tu as vraiment répondu, là. Tu as fini par accepter le fait que tu étais autrice, puis... Mais tu sais, c'est correct, là. Il y en a plein d'auteurs là, qui ont écrit avec des pseudonymes en commençant. Aussi, il y en a qui le font encore aujourd'hui pour, tu sais, comme mettons, pas mélanger les genres aussi. Fait que, oui, ça peut être une bonne idée. Ou il y en a comme Anne Duguel, lorsqu'elle écrit pour la jeunesse, elle signe Gudule. C'est quand même intéressant, surtout quand on sait que du adulte Anne Duguel, ça va très loin. Donc, un enfant qui adore Gudule, si elle signait tout le temps Gudule, il tomberait fatalement sur un de ses livres adultes à un moment donné. C'est ça, j'ai eu Aude Lessard en live, c'est ça qu'elle disait que son prochain roman, il est adulte, puis elle va justement avoir un pseudonyme pour vraiment faire la différence avec les deux, parce qu'elle disait, mes lecteurs qui lisent Pantera, c'est pas la même affaire. Mais bon, comme j'ai pas l'intention d'écrire pour la jeunesse, pour l'instant, je me poserai pas la question. On verra bien, un jour peut-être. On en parlera un peu tout à l'heure. Là, je vais regarder, j'ai pas raté de questions. Non, c'est bon. Excusez. Je te donnerais bien de l'eau, mais il y a le paravent de l'écran. Je m'en reste, correct. Au niveau de l'écriture, est-ce que tu as un petit rituel? Est-ce que tu as besoin d'écouter de la musique? Est-ce que tu as de l'ambiance ou si c'est vraiment le silence total? Est-ce qu'il faut tu es capable d'écrire chez vous? Il faut que tu sortes? Est-ce que tu as besoin d'un... Est-ce qu'il y a quelque chose, à part les chats, mais autre que les chats, est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui était comme vraiment important au niveau du processus créatif, au niveau du processus d'écriture lors de tes séances? Oui, ça pourrait se résumer en 2 mots. Je vais essayer de donner une réponse courte. Alors, le premier mot, ça serait silence. C'est un petit peu plate à répondre que j'écris dans le silence, mais sinon, j'ai de la difficulté à me concentrer. Et puis, le deuxième mot, c'est café. Je commence toujours à écrire avec du café. Et puis, je suis le genre de personne, et fois, je juge tellement pas ça, qui va aller se chercher une tasse de café, disons, à 9 heures du matin, puis qui est encore en train de la boire à 11h30. C'est long, boire un café. C'est pas très bon quand c'est prêt. On dirait que c'est comme t'as pas le temps d'en faire d'autres, fait que tu le bois prête. Oui, je sais, je comprends. Oui. Le nombre de fois que je jette mes cafés parce que ça fait comme 4 heures qu'ils sont faits et qu'ils sont pas encore vides, puis je suis comme c'est pas bon. Il suffit d'être concentré, on s'aperçoit pas que c'est rendu un café glacé, pseudo. Je trouve ça très drôle, moi j'ai le même problème. Ça, j'ai dit, c'est comme tantôt, j'ai fait couler mon café, puis j'écoutais quelque chose. Je suis allée voir mon gars en haut pour le câlin-bi. Oui. J'ai fait les dos par la salle de bain, j'arrive en bas, puis je fais comme, hey, je m'étais fait un café. Fait que finalement, je rajoute la crème dedans, je m'assis. Ah, bon, ben, mon café est tiède. J'étais comme, OK. J'avais oublié, oui, je sais, sacrilège, j'ai oublié que je m'étais fait un café. C'est disponible. La mémoire. Oui. Je comprends. Pour ma prochaine question, en fait, on est rendu, c'est très, très simple, on est rendu au moment où on va parler de tes livres. Tu peux, je te laisse ça dans tes mains, selon l'ordre que tu veux les présenter. Je
Shana dit que c'est un bon signe que ton café soit rendu pas. Ça veut dire que l'inspiration est là. Donc, oui, effectivement. C'est ça. Donc, au niveau de tes livres, je te laisse les présenter comme tu le souhaites. C'est à ta guise. Tu peux nous présenter aussi, à la fin, tu peux nous parler aussi de ceux que tu as comme supervisé, les projets que tu as, comme on parlait un peu de Cruel. Donc, je te laisse ça. C'est vraiment, ça, c'est la partie, là, sur ça. La seule chose que je demande, c'est au niveau de ceux que tu as écrits, de nous raconter un peu l'histoire, sans trop divulguer, c'est juste nous dire de quoi ça parle et de où t'es venue l'idée pour écrire l'histoire ou le texte pour les nouvelles. Oui, avec plaisir. Puis, vaste question, puisque j'ai publié 7 livres et des nouvelles dans des collectifs. Je crois que je suis rendue sous mon nom à 69 nouvelles. Donc, évidemment, on va être là jusqu'à demain soir, si je résume chacune des nouvelles. Donc, pour les nouvelles, je vais seulement vous parler du sabbat des éphémères. Donc, une copie aussi. Et donc, le sabbat des éphémères, c'est beau en miroir comme ça. Ça regroupe 13 de mes nouvelles. À l'époque, c'est paru en 2013. Chez les Cibrumes, j'en avais pas écrit 69, mais peut-être 30 ou 40, je dirais. Puis, dans le recueil, donc 13 textes, comme je l'ai dit, il y a un mélange de fantastique, de science-fiction, d'horreur également. Alors, je vais pas résumer les histoires en tant que telles, sinon peut-être une, parce que je suis particulièrement fière de ce qui lui est arrivé récemment. Donc, je parlais d'Ombre jumelle, qui est une nouvelle pour laquelle j'ai une affection spécifique. Alors, c'est raconté du point de vue d'une jumelle fantôme dont la sœur a survécu. Elle est décédée à la naissance et elle n'a pas eu de prénom. Et sa sœur Floriane, elle est vivante. Et puis, la sœur jumelle défunte, elle vit dans la penderie et elle accompagne sa sœur. Sa sœur étant passionnée par la danse, d'abord classique, puis ensuite plus moderne. Et sa sœur, elle aussi développe une passion pour la danse et en tant que fantôme, elle a des talents éthérés, si je peux dire, en ce domaine, mais elle devient de plus en plus jalouse au fur et à mesure que Floriane, la sœur vivante, s'émancipe, qu'elle va rencontrer un amoureux, qu'elle va vouloir partir de la maison et la laisser dans la penderie toute seule. C'est pour ça que ça s'appelle Ombre jumelle. Et pourquoi je disais que j'ai choisi de parler de celle-là, c'est que Ombre jumelle est mon premier texte qui a été traduit en anglais. Donc, c'est Twin Shadows. Bien sûr, c'est paru, ça va être en librairie au mois de décembre. C'est un éditeur des États-Unis, je ne sais pas si vous voyez bien, de Valancourt Book of World Horror Story, le volume 1 de Stories. Bon, et puis, on retrouve Ombre jumelle à l'intérieur de celui-ci. Et c'est forcément l'année 2020, on s'entend que ça a été difficile pour beaucoup de monde, on ne va pas développer. Mais c'est un de mes baumes d'autrice 2020 d'avoir vu Ombre jumelle. Il y a d'autres histoires à travers ça. On va retrouver une histoire d'horreur avec un Wendigo, un autre avec des labyrinthes qui se passent à Montréal. Je me suis inspirée de mythologie beaucoup également. Dans le sabbat des éphémères au 6 brumes. Bon. Tu vois, là, j'ai commencé à lire, je disais que je ne l'ai pas fini. Là, j'étais rendue à la page 91. En plein milieu d'une nouvelle, j'ai arrêté là, bravo Marie. Je disais, c'était comme dans mes premiers débuts où je ne lisais pas tant vraiment de nouvelles. Là. Mais tu vois, là, je l'ai lu, je l'ai acheté au Salon du Livre en 2019. Puis je l'ai acheté, puis je l'ai commencé l'an passé. Là. Puis ça fait un peu plus qu'un an. Puis tu vois, là, tu as commencé à en parler, là, puis j'étais comme « Ah oui, je l'ai lu, je m'en souviens! » Ça m'a quand même marqué que, je pense que c'est comme la seule que je serais capable de me souvenir. De toute façon, faut que je le relise. J'ai pas pris le temps, mais c'est sûr que... j'ai recommencé à lire des nouvelles, puis j'aime ça, c'est le fun. Oui, il y a toujours des textes qui vont nous marquer davantage que les autres dans un recueil, c'est sûr. Et puis, j'aimais bien écrire du point de vue d'un fantôme. Je suis pas la seule à avoir fait ça, bien sûr. Il y a un roman de Shirley Jackson, Nous avons toujours habité le château, c'est un peu ce jeu-là aussi, que j'aime beaucoup. Je parle de romans. Tiens, pour que on ne sera pas ensemble jusqu'à demain et après-demain, je vais en parler de ces trois-là ensemble, puisqu'après tout, il s'agit d'une trilogie. Donc, je ne sais pas si Marie, tu l'as déjà vu un peu passer. Non, je n'avais pas.
je pourrais dire le plus commenté et lu à travers le temps, c'est probablement Trans-Taïga. Il est paru aussi en premier. Alors, ça, c'est la trilogie des villages assoupis. Les villages assoupis, ça renvoie à des villages fantômes et plus précisément du Québec. Est-ce que tu sais ce que c'est que les villages fantômes? Ben, est-ce que tu connais la ville de Gagnon? Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Gagnon étant une des plus connues. On peut penser aussi à Val-Jalbert, quoique Val-Jalbert a été transformé un petit peu en site touristique, mais la ville n'est plus habitée. Elle est devenue une sorte de parc d'attractions avec des chutes. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Val-Jalbert. C'est un beau site familial et ils ont conservé, par exemple, l'école, le magasin général, comme ça, d'origine. Et au Québec, il y a plus d'une trentaine de villes comme Gagnon ou de plus petits villages comme, disons, Elmer Sound, qui, à travers les années, ont été fermés, toujours pour des raisons économiques. Que ce soit, par exemple, parce qu'une mine allait fermer, parce que un chantier ne fonctionnait plus, parce que le lieu appartenait à un monopole. Autrement dit, il y avait une compagnie qui embauchait tout le monde. Il y a eu des difficultés dans cette compagnie-là et la communauté a fermé et s'est déplacée. Aujourd'hui, on le voit moins. Les communautés ont plutôt tendance à essayer de trouver une nouvelle façon de renaître et puis de poursuivre leur vitalité. Mais au fil du temps, au 21e siècle, il y a eu donc plus d'une trentaine de villes qui ont été fermées comme Gagnon. Il y en a aussi sur l'île d'Anticosti, dont je me suis intéressée dans le deuxième tome. Il y en a quelques-unes aussi. Et il y en a dans ma région de la Mauricie, qui sont plus méconnues, et dont notamment Escalana, qui a donné son titre au roman. Donc, ce que j'ai voulu faire avec cette trilogie, c'est mettre de l'avant les villages fantômes. Ça, c'était comme le grand sujet global. Et à l'intérieur de chaque roman, nous avons des personnages différents, quoiqu'il y a quelques petits caméos. Il y a des personnages qui reviennent de temps à autre ponctuellement. Mais c'est vraiment 3 livres qui peuvent se lire de façon indépendante et qui nous font visiter différents villages fantômes. Alors ici, le premier tome, c'est la baie de James. Le deuxième, c'est l'île d'Anticosti. Le troisième, comme je l'ai dit, c'est la Mauricie. Dans tous les cas, c'est du fantastique qui va flirter avec l'horreur par moment. Ici, vous voyez la fort sympathique Anissa à rencontrer en forêt et à se sentir à l'aise avec elle. Anissa étant l'héroïne de Trans-Taïga, qui a des petits problèmes à régler et qui s'en va dans le nord de la baie de James pour aller aider à faire renaître le village fantôme qu'avait fondé sa grand-mère dans le temps. Mais la route est quelque peu jonchée de cadavres. Il faut dire que Anissa a un peu la mèche courte en bon québécois. Dans le tome 2, on voit le 3 ici. Dans le 2, on est avec le comte Moret, qui lui, en fait, le tome 2 est une histoire d'amour. Le comte Moret est seul dans son manoir de l'île d'Anticosti. Il rencontre une mystérieuse jeune femme dans une maison aux allures de comte dans la forêt. Et puis, il se dit qu'il aimerait bien lui faire découvrir son musée très particulier. Mais il y a une épidémie étrange qui rôde sur l'île d'Anticosti. Il va devoir y faire face. Le 3e tome met de l'avant la musique. Ici, on suit Abigail qui collectionne les sons insolites. Elle se promène sur le bord des rails dans le nord de la Mauricie et elle veut enregistrer des sons étranges et ça va l'amener vers le hurleur et des grottes énigmatiques. Donc, j'essaie de ne pas résumer pendant trop longtemps. Ça va être intéressant. Je te coupe 2 minutes. Oui. Maintenant, je voudrais savoir si c'est plus jeunesse ou adulte. Ah, c'est toujours adulte, ce que j'écris. Peut-être qu'on en reparlera tantôt, il y aura des questions. Puis bon, des fois, on me demande pourquoi. Il y a toujours des scènes érotiques aussi dans mes livres. Bon, ça va loin dans l'horreur. En fait, le côté organique de l'écriture, la façon d'aller au bout des projets m'interpelle beaucoup. Donc, dans chacun des 3 livres que je viens de montrer ou dans mon recueil de nouvelles, il va y avoir des touches d'érotisme. Et puis, selon l'histoire, selon ce que je souhaite raconter, ça va être plus ou moins détaillé, mais je vais jamais mettre une astérix, faire baisser un rideau
Et puis, aller continuer de raconter après. Donc, ils s'écartèrent après l'étreinte, ruisselant de sueur. Donc, je vais raconter l'étreinte avant. Oui. Très bonne réponse. Je te laisse continuer. Oui, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, je comprends pourquoi on peut penser aussi que ça peut être pour aussi young adulte ou pour plus jeunes. Les formats aussi des livres, la façon dont c'est présenté, la question est légitime à se poser. Mais ce sont tous des livres pour adultes. Je vais y aller avec mon avant-dernier d'une certaine manière, mon dernier d'une autre. Ça dépend des perspectives. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Je pense que celui-là, tu l'as, hein, Marie? Oui. Quelques battements d'ailes avant la nuit, qui est paru en 2019. Et c'est Séverine qu'on voit de dos, qui est l'héroïne du roman. Séverine, c'est une nomade. Elle a passé sa vie à se promener à travers le monde. Elle est incapable de se poser. Elle a un problème d'attachement, même. Et ses relations amoureuses et amicales aussi, mais ne vont jamais durer parce qu'elle repart toujours à travers le monde. Et puis c'est comme ça depuis l'enfance où elle vivait avec sa tante qui faisait de l'aide humanitaire. Et là, Séverine, le temps passe, elle est plutôt, elle s'approche de la trentaine et elle décide qu'elle va rester à un endroit pendant un bout de temps et elle choisit Fermont, qui est une ville dans le nord du Québec avec une sorte de mur écran. Il y en a certainement parmi vous qui ont entendu parler du mur écran de Fermont. J'ai resté là une année. Oh! Oui, puis donc le mur écran, c'est 1,3 km avec un peu disposé comme ça pour les vents du nord arrivent sur le mur. Et de l'autre côté du mur, c'est impressionnant à quel point il fait moins froid. Il y a un parc, un grand parc pour enfants. Il y a la cour de l'école primaire et secondaire. Puis les maisons sont comme en bois. De l'autre côté, puis tellement le vent est atteint par le grand mur écran qui finalement est une sorte c'est comme des gratte-ciels collés de 5 étages, Marie-Michel, mais ils sont longs, puis ils sont disposés comme ça. Puis à l'intérieur... C'est comme un centre d'achat 3 étages, puis tout le long autour de la partie principale qui constitue le centre d'achat intérieur, c'est comme des appartements. Ouais. Là, fait que t'as comme 3 étages d'appartements chaque bout du centre d'achat central. Là. Oui, et puis à part la station-service, là, pour des raisons de sécurité, tout est là. Piscine, gymnase, épicerie, bureau de poste, il y a un bar de danseuses, où il paraît que comme c'est le seul bar, tout le monde y va. Ça j'ai pas vérifié cet aspect-là, mais j'en suis convaincue. Ben, il y en a 2, mais je pense que maintenant, il y en a 3 bars. Là. Je pense que il y a l'équipe de réfrigération au nord. Là. Je pense qu'il y a une gang qui s'est ouvert un 3e bar. En tout cas. Ah, excellent! Il y a 3 bars, mais il y a un bar de danseuses. Quand je suis allée en 2015, il y avait le bar de danseuses et puis il y avait une sorte de bistrot qui s'appelait le Zonex et dont je parle dans quelques battements d'ailes avant la nuit. Après avoir vécu une sorte de tragédie, Séverine et son ami Palmyre vont boire de la bière et manger des nachos au Zonex. Bon. Mais c'est pas ça le propos, le cœur du roman, c'est pas de boire la bière et manger des nachos aux Onyx. Alors Séverine s'installe dans le mur, puis je suis vraiment contente que tu le connaisses, Marie. Et puis, bon, ce mur-là, comme on sait, il y a 2 aspects de Fermont qui m'ont interpellée. Le côté très claustrophobe du mur. En théorie, tu peux ne jamais sortir. Tu peux passer des mois là. Tu peux te promener en pyjama à travers les murs, le mur écran. Puis, le fait qu'il n'y a pas de cimetière à Fermont. Il y en a dans les localités voisines, comme Labrador City. Mais, étant donné que Fermont appartient à ArcelorMittal, donc la compagnie d'extraction, ben ils n'ont pas investi dans un cimetière. Les maisons, ils les louent. Donc, tout Fermont est lié à ArcelorMittal. Donc, je me suis dit, oh, la claustrophobie du mur, où vont les morts à Fermont? C'était 2 points de départ de quelques battements d'ailes avant la nuit. Et l'appartement que va louer Séverine dans le mur écran, eh bien, la précédente locataire a été retrouvée assassinée de façon insolite. Elle va... Non. Ben ça, on m'en a parlé. Je l'ai pas vu encore. Mais oui, il y en a qui ont dit, j'ai entendu dire, il y a des similitudes. C'est sûr que ça se passe comme ça se passe à Fermont. Ouais, mais si tu veux m'en dire plus, parce que j'ai pas encore été regarder davantage qu'est-ce que c'était l'affaire. Bon, non, on peut en reparler après, ou sinon, si les gens veulent, on en reparlera après.
vite, vite. Là. Mais c'est ça, c'est juste une émission qui a été semi-réalisée à Fermont. Là. Mais Ouais, c'est ça. c'est ça. En gros, c'est genre, ils découvrent une danseuse morte dans un des murs, puis ben, tout l'enquête pour trouver le tueur là, dans Fermont. Ouais, ben, tu peux rajouter dans quelques battements d'ailes avant la nuit un aspect fantastique qui s'installe graduellement, puis les personnes qui vont disparaître et puis disparaître pour toujours finalement, sont pas liées au milieu de la danse non plus, pas du tout. Alors, c'est plutôt disparate et c'est lié à un autre mystère sous-jacent lié un peu à l'identité de Fermont, son côté claustrophobique, le bouclier, le fer qui se trouve là est aussi important dans l'histoire. Mais j'arrête ici parce qu'autrement, je vais trop donner de pistes. Puis, je pourrais terminer pour l'instant, avant de répondre aux questions, c'est ma nouveauté et c'est pas ma nouveauté. Bon, je vais expliquer, c'est la version poche de mon avant-dernier livre. Et puis d'ailleurs, Marie va en faire tirer 2 cette semaine, je crois. La semaine prochaine. La semaine prochaine, que je vais dédicacer. Donc, les cendres de Sedna, qui a été d'abord publié juste que vous le voyez bien. Donc, le grand format a été publié en 2016 et puis le format de poche vient de paraître. Et puis, les légendes du Nord m'inspirent énormément. Et Sedna, je ne sais pas si tu connais la légende de Sedna. C'est une légende inuite. Il y a plusieurs versions, mais ça me fascine depuis que je suis relativement petite. La version que je préfère, que j'ai rencontrée le plus souvent aussi et qui se retrouve dans les cendres de Sedna, c'est un petit peu, on a des indices en voyant la couverture. Ça ici, c'est du sang, là, bel et bien. Alors, Sedna, selon la légende, aurait été offerte en mariage contre son gré à un homme oiseau. Et puis cet homme oiseau-là était assez peu respectueux, merci. Son père n'était pas au courant au départ, là, sinon il n'aurait pas fait ça. Il était quand même un minimum bienveillant. Quoique lâche, le père de Sedna, comme l'histoire le montre par la suite. Alors Sedna, en rêve, appelle son père au secours en lui disant « Je suis vraiment malheureuse avec mon mari, avec les hommes oiseaux, viens me chercher ». Son père prend sa barque et se dirige vers le nord, vers la tribu d'hommes oiseaux, pour aller chercher sa fille. Au départ, tout le monde est endormi, sauf Sedna. Ils commencent à se sauver. Mais bientôt, ils se font poursuivre par les hommes oiseaux et puis qui veulent à tout prix reprendre Sedna. Et son père, finalement, a très peur et puis il dit à Sedna, vas-y, garde, retourne avec ton mari, moi j'ai peur. Et elle refuse, elle s'accroche à la barque de son père. Et puis, elle veut tellement pas lâcher prise que le mythe nous raconte que le père de Sedna lui a coupé les bras ou les mains, selon les versions. Et les membres sont tombés dans l'eau. Et selon la mythologie inuite, les bras ou les mains ont donné naissance à tous les animaux marins, donc les baleines, les phoques, les morses. Et depuis ce temps-là, Sedna, elle fait différentes choses. Elle fait les tempêtes. Elle est vraiment très fâchée après son père. Elle a des grands cheveux noirs emmêlés, plein d'algues, et puis elle fait renverser les navires. Et elle en veut également à son père, on la comprend. Elle en veut aussi aux hommes oiseaux. La colère de Sedna est au cœur du roman Les cendres de Sedna, qui se passe sur 3 siècles. Donc, c'est 1873, 1921, puis 2015. Et puis, on suit différents personnages par rapport à l'héritage de la colère de Sedna. C'est ça que je te disais, genre à chaque trimestre, j'achète des livres. Là, je vais aller voir si je l'avais mis dans ma commande, puis si c'est pas fait, ça va juste se rajouter. Oui. Et puis, bien sûr, on va voir s'il y a des questions. J'ai participé à différents collectifs, que ce soit en polar ou autre, ou en horreur. Donc, on en parlera peut-être. Mais s'il y a des questions, on va les prendre. Et je vais laisser, il y a un petit éclairage avec Facebook, fait que je vais laisser les gens voir s'ils ont des questions. Pour l'instant, j'en avais pas, mais je pense que j'en ai sauté une de... Ah oui, c'est ça. Tantôt, tu expliquais que tu venais de terminer un roman, que tu étais en train de le recorriger, le retravailler. Shanna voulait savoir si elle allait être publiée chez Alire. Si tu peux pas... J'espère. J'ai déjà eu l'occasion de glisser quelques mots au sujet de ce roman-là à l'éditeur d'Alire, qui est Jean Pétou, qui est mon éditeur. Le roman, je vais vous en parler un peu, c'est
presque de la primeur, là, parce que je suis en train de le retravailler. Son titre en ce moment, et peut-être définitif, est L'envers des forêts. Puis, on est dans le futur, dans le 22e siècle, quoique l'année est volontairement jamais donnée de manière spécifique. On est dans les territoires du Nord-Ouest, donc dans le nord du Canada. Et puis, le roman est construit en 3 parties autour des personnages d'un couple. Donc, c'est un couple de 3 personnes qui est formé de Morane, d'Énard et de Tierra. Donc, à tour de rôle, puis je les ai dit dans l'ordre. Donc, à tour de rôle, on va suivre la perspective de Morane, ensuite d'Énard et après de Tierra. Et tous les 3, qu'est-ce qu'ils font au territoire du Nord-Ouest? Ce sont des Québécois dans ce futur où il y a eu des réchauffements climatiques massifs et où le Québec n'est pas habitable si naturellement en surface n'importe où. Eux, ils sont dans un endroit qui est un petit peu plus nordique au Québec où c'est un petit peu plus acceptable côté température. Mais justement, le réchauffement climatique développe ce qu'on appelle des thermophobies. Donc, thermo dans le sens de thermique. Donc, c'est une peur, c'est d'avoir vraiment une phobie intense par rapport à la chaleur et de développer des comportements qui peuvent être extrêmes par rapport à ça, pas vouloir sortir puis rester à l'air climatisé, aller se cacher dans un congélateur, bon, comportement extrême. Puis, tu sais peut-être, Marie, il y a des gens qui ont des phobies avec la pluie. C'est vraiment pas drôle à gérer, là, j'en doute pas, là. Nos phobies d'araignées, c'est pas si mal, et puis l'hiver, on n'en voit pas trop. Mais c'est une phobie de pluie d'araignée. Donc, deux affaires. Il paraît que ça arrive parfois des pluies d'araignées. Bon. Mais quelqu'un qui a une phobie de la pluie, ça sera pas évident à gérer. Puis une phobie de la chaleur dans le réchauffement climatique, ouch! Alors, c'est le cas de Tierra qui travaillait avant ça dans une usine avec des pierres précieuses et puis elle se retrouve incapable de supporter moindrement la chaleur. Et puis, dans ce futur-là, il y a des pèlerinages aussi qui ont lieu à différents endroits, dont dans les territoires du Nord-Ouest, parce que moi, j'adore la géographie, la végétation également. Puis, il y a des endroits où, par exemple, dans les territoires du Nord-Ouest, où la forêt va arrêter de pousser. Je sais pas si t'es un peu familière avec l'idée on appelle ça comme le pergélisol. C'est que tu as du sol la terre qui va jamais dégeler. Donc, si la terre ne dégèle pas, les arbres peuvent pas pousser, il va juste avoir des arbustes. Donc, au Québec, on a une végétation de type boréal avec où on a des sapins, mais on a beaucoup de feuillus. Quand on monte plus vers le nord, c'est quand on va dans le coin de Sept-Îles, tu es sûrement déjà allé. J'ai pensé à puis Fermont, clairement ça. Dans le coin de Fermont, on est plus dans une végétation style taïga, avec des épinettes pas mal à l'infini, parce que plus le sol ne dégèle pas, plus les arbres vont être chétifs, vont être tous minces, puis ils vont avoir graduellement, autrement dit, ils ont de plus en plus de la misère à pousser. Alors, le pèlerinage des 3 personnages est à la limite des arbres, c'est-à-dire à l'endroit où la taïga, avec les derniers sapins, il n'a plus, puis après ça, tu as la toundra. Puis il y a un tracé qui a été fait, parce qu'en réalité, quand tu vas là, je suis allée dans le temps où on pouvait voyager, donc c'est en septembre 2019, je m'en rappelle, parce que là, je commence un peu à compter les mois sans voyage. Donc, je suis allée à la limite des arbres, puis en réalité, c'est disons, un là, c'est pas droit, mais ça serait très aménageable de faire des sentiers sur le bord de la taïga et de la toundra. Et puis, pour aider Tierra, c'est là que vont les personnages. Mais dès le premier soir, ça va pas exactement comme ils pensaient. Il y a un incendie avec une station spatiale parce que, j'adore les villages fantômes et c'est une des idées que je me suis autorisée à reprendre dans le roman. Il y a des villages fantômes dans les étoiles aussi. Donc, il y a eu des stations spatiales qui ont été, autrement dit, comme des villages agglomérés ensemble, fuselés. Et puis, certains ont été abandonnés. Dont notamment les parents de Morane travaillaient comme spatio-archéologues dans les villages fantômes en haut. Donc, il y a comme une partie d'un village fantôme qui tombe le premier soir et ça va entraîner des conséquences sur le sol, sur la phobie de la chaleur de Tierra et puis tout ça. C'est la première fois que je parle autant du roman qui s'en vient. Primeur.
Ça a l'air très intriguant. Finalement, tu poses une très bonne question encore. Merci, Jeanne. Est-ce que tu trouves le décor avant l'histoire, la façon que tu parles de tes romans, l'endroit semble avoir une place importante? Tellement. Ah oui, oui. Mon amoureux, il dit parfois que c'est des prétextes pour voyager, puis il a raison. Mais très souvent, je vais partir du territoire et puis même le projet, ça me fait penser au projet des Murmurantes dont tu avais parlé avec Raphaël Béadan. On a une espèce de là qui fait qu'on veut. On se passe en Mauricie et puis chacun des auteurs devait choisir une ville ou un village de la Mauricie pour prendre pour cadre son histoire. Donc, très souvent, ça fonctionne comme ça, avec un lieu pour mon imaginaire, ou bien comme, par exemple, dans Amarante, dans le recueil Agonie, ici, c'était un bateau qui ne s'arrête jamais. Donc, le bateau est presque, à mon sens, une sorte de lieu. Mais sinon, beaucoup de mes idées vont partir sur le territoire, les lieux, ou là, ici, j'ai une autre maison des Viscères. Ici, c'est une histoire comme un peu western. Donc, j'avais envie d'aller dans une période historique. Il faut que mon intérêt soit assez piqué pour un lieu ou peut-être un concept pour aller de l'avant, mais ça ne sera pas 100% le cas. Dans le sabbat des éphémères, il y a des lieux aussi inventés. Il y a d'autres planètes également. Alors, je peux pas dire que je suis allée dans les oasis de Mera, là, qui se retrouvent dans une des nouvelles de science-fiction, ça c'est sûr, mais c'est indéniable que les lieux sont super importants dans mon imaginaire. Ben, moi, je trouve ça je trouve ça le fun, mais je te mentirais pas. Je pense que c'est Jonathan Reynolds qui m'a parlé de celui-là, puis je l'ai acheté parce que tu parlais de Fermont. Ouais. Je connaissais même pas, j'ai fait comme ok, ça parle de genre j'ai été là 1 an, mais tu sais, Fermont, c'est ça, un coup que tu y as, on découvre rapidement c'est quoi juste en y allant. J'étais comme ok, j'ai hâte de voir de la vue de quelqu'un d'autre. J'étais comme ok, je suis vraiment intriguée. Oui. Oh oui, mais et puis j'ai écrit le tome 3 ici se passe en Mauricie, donc il est arrivé que je fasse des rencontres avec des gens en Mauricie, puis qu'il ait expressément envie de se procurer celui-là. Pas question de revoir vivre autrement certains lieux qu'ils connaissent bien. Là. On peut avoir une sorte de plaisir dans le fait de reconnaître des lieux, des murs écrans. Voilà. Thaïs, qui demande en fait très bonne question aussi. Merci Thaïs. Que l'on pourrait parler un peu plus de tes collectifs. Elle dit, j'aimerais en connaître plus sur cet élan que tu as de t'impliquer auprès des autres auteurs, des collectifs et organismes. Qu'est-ce que ça t'apporte de particulier? Oui, je l'ai un peu abordé tantôt en disant que je peux pas concevoir de juste écrire mes romans à la semaine longue. C'est fondamental pour moi de travailler avec d'autres auteurs sur leurs textes. Puis je vous avais montré le Sabbat où je suis directrice littéraire depuis maintenant 5 ans. Donc c'est une revue. Ici, on n'est pas en imaginaire. Parfois, il va y avoir des textes d'imaginaire. Puis le numéro est sur l'enchantement. Donc c'est clair. Là, il y a des textes d'imaginaire à l'intérieur avec du fantastique entre autres. Et puis, c'est une revue aussi qui va mélanger l'art contemporain, je vais essayer d'en montrer puis de l'aligner comme il faut, et la littérature, que ce soit poésie, prose, bon, c'est pas évident de montrer. Donc, avec plusieurs artistes visuels et auteurs dans chaque numéro. Donc, pour moi, puis j'ai également une passion pour les revues, donc, ou les périodiques, là, synonymes. Et puis, j'aime beaucoup le mouvement qui va, ça rejoint peut-être mon goût du voyage aussi, mais une revue, tu es toujours en train de travailler sur au moins 2 numéros, de penser au thème des prochains et puis d'échanger avec les auteurs, normalement de créer des événements, des lancements, d'aller dans des salons du livre. Donc, j'aime énormément l'effervescence autour de ça et puis sentir que je contribue à aider le milieu de la revue. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, c'est comme je suis à temps plein au Sabbat, donc ça fait quand même partie de plusieurs heures de travail collectif, on peut l'appeler comme ça. C'est une éternité. Oui. Tu connais? Oui, hein? Puis, sinon, je ne suis pas abonnée, mais il y a plein de gens qui me disent que je devrais le faire. Je vais peut-être aller comme celui-là, je le sais. J'ai voulu l'acheter, mais quand je suis allée sur le site, je ne le trouvais plus. J'étais un petit peu déçue. Ah, si tu veux, je vais t'envoyer le lien. Bon, notre numéro 50 est épuisé, mais celui-ci, il en reste.
Il est paru juste avant le début de la pandémie, donc au mois de février. Notre nouveau numéro est en cours de postage. Alors, il s'en va vers ses abonnés tranquillement, le 57. Je suis impliquée dans Brin l'éternité depuis trop d'années pour être capable de le dire avec exactitude. Je dirais à peu près 14 ans. Mais j'hésite entre 13 et 15, donc on va dire 14. C'est une revue qui est consacrée à l'imaginaire et qui, parfois, certains vont dire que c'est la petite sœur de Solaris, que je connais aussi. Solaris est lié à la maison d'édition À lire, qui est ma maison d'édition, donc on appelle ça, la maison d'édition À lire, qui publie Solaris. J'en ai un pas loin, j'en ai un ici, le spécial Cauchemar. Et ça fait un moment, ce numéro-là, c'était hiver 2011. Il y avait Jonathan. J'en ai vu un, je l'ai vu tantôt, là, puis j'ai vu le dernier sorti, il était en tablette, là, j'étais comme « Ah, tiens! » Oui. Brin l'éternité, contrairement à Solaris, c'est pas édité par une maison d'édition. C'est une publication qui est indépendante et dans laquelle, on est un prosine. C'est-à-dire qu'on n'est pas en librairie comme Solaris que tu viens de mentionner, sauf dans quelques librairies où on va aller porter des exemplaires. Brin d'éternité fonctionne essentiellement par abonnement. Mais tout comme Solaris, on fait un travail de direction littéraire avec les auteurs, on publie de la nouvelle, on publie des entretiens, des critiques de livres, de revues, on dynamise le milieu. Et puis, ça peut être également un tremplin pour la relève, bien qu'on publie également des auteurs aguerris. Il y a un mélange d'auteurs émergents et d'auteurs accomplis dans Brin d'éternité, qui est un peu un projet chouchou depuis vraiment longtemps, et dans lequel sont impliqués, entre autres, Guillaume Voisine, depuis très longtemps aussi, et plus récemment, il y a Mathieu Lauzon-Dixot. C'est sûr que tu as vu son nom passer, il est surimpliqué. Non, on n'est jamais surimpliqué. Il est très impliqué. Okay. Alors, puis il y a ça pour les collectifs. Si je passe un petit peu plus rapidement sur les projets où je suis critique, par exemple, si vous voyez Lettres québécoises, c'est le dernier numéro, je vais essayer de le montrer au complet. C'est un dossier sur la littérature queer. Et puis, je suis la responsable de la section littérature de l'imaginaire. Et, scoop, il y a quelque chose d'imaginaire qui s'en vient, qui va être annoncé très, très, très bientôt. Exemple, si vous me regardez demain, ça aura peut-être été annoncé déjà. Donc, il y a de quoi de lettres québécoises liées à l'imaginaire super intéressant. Cette fois-ci, je n'aurais pas été que critique dans le numéro. Ouais. Les libraires. Je rédige une chronique ici, les libraires, qui est un grand périodique. Là, on va peut-être le voir au complet. Oui, on le voit au complet si je me cache. Qui est la revue gratuite des librairies indépendantes du Québec, dans laquelle je signe une chronique. Je vais essayer de la retrouver en vous parlant. Oui, j'ai de la chance. On voit une excellente autrice, d'ailleurs, dans la publicité, Martine Desjardins. Et puis, ça donne que je recommandais son livre. Ça a presque l'air arrangé. C'est Méduse. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer un peu mieux parce que c'est trois très bonnes suggestions. C'est ma dernière contribution. Oui. Parce que il n'y a pas d'ordre de préférence. Je l'ai présenté en troisième. Donc, comme vous voyez, j'ai recommandé Méduse de Martine Desjardins, Abîme au pluriel de Jonathan. On ne dit même pas Reynolds parce que c'est comme trop un ami. Quoique, si tu me poses la question à savoir qui je veux sacrifier entre Jonathan et Raphaël à un monstre méchant, comme Raphaël s'est fait demander, j'ai une réponse. Bon. Et puis, il y a également Servitude de Raphaël B. Adam. Si jamais ils sont à l'écoute, ils doivent se dire, non, mais la réponse, c'est je vais me sacrifier à la place. Ouais. Il y a ça pour les collectifs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Autrement, je peux parler un petit peu de quelques recueils auxquels j'ai collaboré. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres. Je vais attendre de voir, là, juste vite, j'ai un petit décalage avec Facebook, là. Fait que juste de voir si... Donc, bon, parfait. On peut y aller. Ouais. Bon, je vous ai montré tantôt brièvement les livres de la Maison des Visseurs. Je voudrais peut-être juste ajouter que, bon, l'horreur est un genre que j'ai pratiqué. Ceux-là sont vraiment pour adultes qui ont envie de lire de l'horreur, là.
c'est écrit 18 ans et plus à quelques endroits sur les livres. C'est pas juste parce qu'un logo. Ça va quand même assez loin, ces livres-là. Ces deux-là, j'ai écrit avec Jonathan Reynolds, encore lui, pour le sacrifier, et Pierre-Luc Lafrance. Donc, ce sont les mêmes deux auteurs qui ont écrit ces collectifs-là avec moi. Dans le cas d'Agonie, je l'ai dit, c'est une sorte de bateau qui au mouvement incessant dans lequel les passagers sont quelque peu satisfaits. Dans le cas d'Écorché, c'est une histoire western. C'est un défi que je voulais me donner avec une cité où l'art prend des formes insolites et dangereuses. Ce que parfois j'oublie de mentionner, c'est que j'écris aussi beaucoup de nouvelles policières. C'est une autre passion. À celui-là, on ne le voit vraiment pas bien avec le reflet de ma lampe. Crime à la librairie. Oui. Donc, Crime à la librairie, il est paru en 2014. Oui, non, c'est la réédition, ça. Bon, il est paru il y a quelques années. À l'époque, il y avait eu un certain engouement pour Crime à la librairie. Il faut dire que, je ne sais pas si vous le voyez, sinon je vais le dire, il y a notamment Patrick Sénécal qui est au sommaire avec une nouvelle assez frappante aussi. Et puis, il y a des grandes pointures du polar qui sont au sommaire. Et puis, j'étais l'autrice de La Relève qui a été honorée d'être invitée par Richard Mignot, le directeur de Crime à la librairie, dans ce collectif-là. Il y avait notamment aussi Richard Sainte-Marie, très bon texte. Martine Latulippe, une bonne nouvelle dans Crime à la librairie. En train de prendre des notes de futurs achats. Hein? Bon. Et puis, dans le fond, j'ai envie de vous parler de ces deux-là en même temps, parce que tantôt, en regardant mes collectifs, je me suis dit, bon sang, les deux sont des récits d'obsession. Ici, il y a l'obsession, c'est un passionné par les papillons qui va devenir obsédé par une odeur au point d'en perdre la tête. Il ne se fera pas décapiter, mais bon, il sera plus maître de lui-même. Et dans Stalkers, qui est dirigé par Joyce Baker et Fanny Demel, eh bien, donc, bon, c'est le concept de stalker, donc de traquer. On nous avait invité à écrire là-dessus et puis à mettre à l'honneur des femmes, donc des femmes qui sont impliquées dans une certaine traque. Et puis, là-dedans, c'est une obsession pour le langage du goût qu'a un des personnages. C'est une femme. Et puis, il y a plusieurs années, elle s'est faite kidnapper. Et puis, le type qui l'a séquestré était une sorte de cuisinier qui était capable de vraiment créer un langage à travers les aliments qui lui servaient, mais vraiment un langage, pas juste « ah, c'est bon, c'est ce type de fromage-là, je me peux plus », mais ça évoquait des images très profondes. Et puis, donc la narratrice, Renate, veut revivre ce langage du goût-là et elle le recherche avidement, elle est obsédée. Donc, c'est deux histoires d'obsession dans ces collectifs. C'est probablement un thème qui me parle, l'obsession. Puis si j'analysais encore plus mes écrits, ça serait sûrement encore plus frappant. Puis après tout, Horrificorama, t'as l'air de quelqu'un qui l'a dans ta bibliothèque. J'attends la réédition pour l'acheter. Puis Horrificorama, on peut le voir comme une sorte d'obsession aussi. Ma nouvelle dans Horrificorama, elle s'appelle Freya. Et c'est un commis d'épicerie qui est convaincu d'avoir dans son ventre un être qu'il appelle Freya. Et Freya est constituée de cheveux. En fait, je vais vous montrer un peu le dessin d'Émilie Léger qui est très beau, qui accompagne la nouvelle. Puis, en fait, bon, le personnage principal de Freya est trichophage. C'est la compulsion de manger ses cheveux de manière obsessive. Et les cheveux, ça ne se digère pas. Alors, il y a eu des gens qui, à travers le temps, en mangeant compulsivement leurs cheveux, ont dû subir des opérations. C'était un des points de départ d'inspiration de ça. Il y avait également un pauvre garçon qui avait, tu as peut-être déjà entendu parler de ça, Marie, un jumeau intériorisé et qui avait continué sa croissance. C'est quand même un petit peu effrayant et horrifique, mais bon, Horrificorama, je me suis dit, on va y aller avec une idée un peu horrifiante. Et c'était un Indien, si ma mémoire est bonne. Puis, donc, son jumeau, en fait, il n'était pas vivant, mais il était vivant parasite. Donc, c'est-à-dire qu'il se nourrissait de son sang et sa croissance capillaire s'est poursuivie
à l'intérieur de l'estomac de son frère qui, lui, était rendu adolescent. Et puis, le frère adolescent a eu des gros maux de ventre et puis le jumeau parasite a été enlevé. Alors, bon, j'aurais pu montrer une photo de ça, mais je ne l'ai pas à proximité. Ça se trouve très bien sur Google, cette histoire-là. C'est pas très ragoûtant, comme on dit. Et puis, je voulais, mais je me suis inspirée de ça dans Freya sur une sorte d'être capillaire intériorisé qui obsède le personnage principal, qui est notre commis d'épicerie, et qui va rencontrer une autre personne qui partage son obsession capillaire et qui sait, peut-être qu'ensemble, ils vont nourrir Freya. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ça, j'en ai entendu parler, mais non, c'est ça, là, j'attends la sortie de la réédition pour me la procurer. Je pense que le thème de manger ses cheveux, Chanel est comme... Ben, on va pas se cacher que aussi une de mes sources d'inspiration a été cette arrivée là avec la longueur de cheveux que t'as. T'as un très long cheveu dans la bouche, puis t'essaies de gérer ça. Donc, c'est pas nécessairement agréable, mais cela dit, je vous montre mon vieux chat tantôt. Lui, ça doit être encore moins drôle à gérer. Ouais. Genre les chats et les boules de poils, là, je suis heureuse qu'on n'ait pas ce symptôme. Imagine en salle de classe, là, il est en train de passer sa boule de cheveux. Je sais pas, j'avais pas la liste complète parce que c'est ça là, sur les libraires sont pas nécessairement tous accessibles. Mais il y a celui-là qu'on a montré un petit peu vite tantôt. Donc, c'est chez les Brumes, qui est un collectif, mais celui-là, il est un peu différent des autres. Donc, si tu peux un peu nous expliquer le processus pour que des gens qui ne le connaîtraient pas puissent savoir pourquoi je dis qu'il est différent des autres. Ben oui, parce que celui-là, c'est un livre-jeu. C'est le fameux livre dont vous êtes le héros. Sûrement que Marie, t'en as lu et triché quand tu étais jeune, à des livres dont vous êtes le héros, toi aussi. J'ai ceux-là dont vous êtes la victime, là. Donc, c'était tout. J'en ai lu un, puis là, ben, j'ai acheté les autres, mais on dirait que mon cœur de maman n'a pas aimé celle-là que j'ai lu. Ben, à l'époque, c'était peut-être plus... en fait, ça fait plus longtemps que ça encore. J'allais dire, c'est peut-être plus trentenaire, ces lectures-là, mais non, ça remonte un peu plus loin, mais à la bibliothèque de Grande-Pile, il y en avait beaucoup où j'ai grandi. Et puis... Puis je confirme que j'ai pas commencé l'histoire du début. Là. Quand ça plantait ou que je voyais que ça plantait, je revenais au chapitre. Oui! Mon tout premier, j'étais vraiment trop petite, je vais avoir 8 ans, je l'ai lu dans l'ordre et puis j'étais super perplexe. Après ça, j'ai compris comment ça fonctionnait. Alors, ça, ce concept-là, il est intéressant, il est différent. C'est une idée de Luc Dagenet, auteur talentueux qui a publié des nouvelles et puis j'ai entendu dire qu'il y a il travaille sur depuis là. Donc, si tu l'invites un jour, il pourra peut-être en parler. Et puis, les 6 brumes, tu sais d'où ça vient le nom, c'est les 6 genres qu'il publie à la maison d'édition. Donc, je vais essayer de me lancer rapidement pour te les dire sans oublier. Donc, fantastique, science-fiction, fantasy, horreur, policier et absurde, ou des fois, ils appellent ça du Evan Côté. Bon, parce qu'il est au sommaire, Dave Evan, pour la partie comme dite absurde, parce qu'autrement dit, la 6e brume, c'est la brume inconnue, question de donner de la liberté créative aux auteurs. Puis notre mandat, à tous les 6 auteurs à bord, on avait le point de départ, qui est le fameux chalet des brumes. C'est vraiment, c'est intéressant. Moi, je rêve d'un collectif de nouvelles fantastiques horrifiques dans un chalet, puis vraiment toutes fantastico-horrifiques, là. Donc, très bon point de départ. Et puis, dès la situation initiale, on se retrouve soit dans un des 6 genres. En ce qui me concerne, on m'avait demandé le fantastique. Et puis, bon, j'ai relu des livres dont vous êtes le héros, puis j'ai envie d'écrire une espèce de monastère flottant avec des moines zombies. C'est ça pour mon récit fantastique. Mais les auteurs, je vais les nommer. J'ai dit qu'il y avait Luc qui était à l'origine du projet.
Lui, il s'est occupé de la partie science-fiction. Geneviève Blouin, la section, le genre policier. Evan Côté, l'absurde. Isabelle Lauzon, la fantaisie. Et Jonathan Reynolds, l'horreur. Jonathan, horreur. D'ailleurs, on se surnomme consoeurs et confrères des ténèbres et puis on s'envoie toujours des courriels sépulcraux avec des petits templiers. Donc, bon, alors, Jonathan était dans l'horreur ici. Et puis, selon un coup que tu es à l'intérieur du genre, tu n'en sors plus. Et jusqu'à temps que de la mort inévitable qui nous guette toujours dans un livre dont vous êtes le héros. Et puis, ma trame, je me rappelais qu'il y avait des clés dans les livres dont vous êtes le héros. Et si tu n'avais pas trouvé les 2-3 clés, tu ne pouvais jamais réussir. Parce que quand tu trouvais les clés, il disait, lorsque tu seras à tel endroit, va à tel chiffre. Donc, j'ai mis 2 clés dans mon récit. Donc, il n'est pas faisable. Il est vraiment difficile à réussir. Je me mets une note, trouver les 2 clés. Oui. Donc, c'est quand même cool comme principe. Ça revient à mode tranquillement, pas vite. Là. C'est des choses que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Fait que j'ai commencé là, à les acheter. Comme je te disais, j'ai beaucoup de livres. Fait que ma palle a grandi. Puis je sais plus jamais quoi lire. Ça, c'est le tour de ma vie. J'ai 15 livres en même temps. Puis c'est ça. Je lis selon ce que j'ai envie. Donc, pour là, c'est cool. Il n'y a pas d'autres questions. Mais c'est bien. Donc, c'est quand même un beau parcours littéraire, des livres très intéressants. J'ai bien hâte d'avoir les prochains. Je pense que j'ai commandé les Centres de Sedna. Je pense. Je me souviens d'avoir commandé les Murmurantes, mais je pense que mais je pense que la première version, je pense. Le grand format. Ouais, toi, t'es-tu de type plus grand format de poche? Idéalement, j'aimerais mieux grand format, mais compte tenu du fait que j'achète beaucoup de livres dans une année, j'achète format poche pour pouvoir acheter, c'est ça. J'essaie d'y aller, ça a l'air niaiseux, mais 2 formats poche, c'est le même prix que, mettons, format régulier. Fait que, j'en ai comme 2 pour le même prix, fait que j'achète format poche. Mais c'est ça. Si je peux, j'essaie d'acheter des gros formats. Des fois, je suis pas au courant qu'il y a un format poche, fait que j'achète le gros. Mais c'est ça, là. Fait que je vais aller voir après le live, là, puis je me souviens pas si je l'ai commandé. J'ai commandé 6 livres en fermant après mon, j'ai fait comme, oui, celle-là, je voulais. Ah oui, celle-là, je voulais. Ah oui, celle-là, je voulais. Puis ça l'a juste fait ça. Ah, les lectrices comme toi sont précieuses. On va te souhaiter du temps pour du temps de lecture. Mais là, on va prendre vacances. Oui. Oui, là, c'est ça. Je suis comme au niveau du travail, là, je ne sais pas, là, c'est encore en stand-by. Ça dépend toujours au niveau de la direction, si on ferme 2 semaines ou non. Puis là, ma nouvelle directrice a commencé aujourd'hui. Fait que je suis comme dans le on ne sait pas encore. Oui, normalement, le mois de novembre aussi, au moment où on se parle, ça serait plus ou moins le Salon du livre de Montréal en personne. Le mois de novembre commence avec le Salon du livre de Rimouski. Il y a toujours beaucoup d'événements, lancements. C'est très différent. On se retrouve un peu virtuellement. Ça permet de se rencontrer, là, mais... On croise les doigts pour l'année prochaine. Oui. J'aimerais bien. Moi, c'est sûr que moi, je vois lui de Québec, là. Je suis à côté. Fait que c'est genre 5 minutes d'autobus, puis je suis rendue, là. Fait que, oui. Québec a annoncé qu'il allait tenir un salon. Là. Ils n'ont pas développé sur la forme, mais à tout le moins de l'avoir énoncé comme ça, c'est très réjouissant. En tout cas, si je place, je vais être la première avec Déjà, bon. Puis, je sais pas si tu as vu celui de Montréal qui a eu lieu il y a pas longtemps. Ils ont diffusé des tables rondes. Il y en avait sur l'imaginaire. Il y en avait une sur la fantaisie, une sur le roman policier et à surveiller en virtuel. Il y a les rendez-vous avec l'imaginaire qui s'en viennent. Tu as peut-être vu ça passer, Marie. Sinon, vous pouvez aller voir sur le Facebook de SFSF Boréal. Je ne suis pas du tout commanditaire, là. C'est juste que j'y pense. Il va y avoir... c'est en fin de semaine, donc 28-29 novembre. Le 29 novembre, c'est mon anniversaire. Alors, je vais aller écouter des tables rondes d'imaginaire, c'est sûr. Il n'y a pas de plus belle manière de m'auto-fêter, quoi qu'à mon âge. Surtout cette année. Ouais, à mon âge, j'espère plutôt un peu qu'on m'oublie quand tu peux plus cocher relève dans un formulaire. Mais on vieillit tous, je pense qu'on aime tous pas vieillir. J'écris, je trouve ça drôle parce que quand j'étais jeune, j'étais très difficile. Puis depuis les dernières années, les goûts changent en vieillissant. Il y a beaucoup de choses que je mangeais pas quand j'étais jeune que là, je mange.
Puis j'ai écouté la série Virgin River en fin de semaine, qui pour être franche, j'ai genre hyper accroché. Puis j'ai moi j'ai écrit à maman, tu devrais écouter ça, tu sais, je sais que tu aimais ça. Oui, je l'ai écouté 2 fois, puis je suis comme non, mais à quel point je vis, genre que j'écoute tes émissions puis que j'aime ça. Ah. Oh là là. Vous partagez des livres aussi. Dis-le pas, je veux pas le savoir que je vis. Je le sais, mais je veux que tu me le rappelles. Oui, mais puis je pense que tu es une grande fournisseur de livres à ta mère. Je viens de prêtre. Là, je sais que je vais finir le live, puis je vais y envoyer quelques battements d'ailes, me faire comme hey, je t'en avais parlé, mais il faut que tu l'achètes. Lui, il parle de Fermont. Là, je vais dire, tu peux écouter le live de ce soir, on a parlé de Fermont. Oui. Oh, mais quel lieu inspirant. J'aurais peut-être pu écrire 3 romans là-dessus, mais bon, mon goût voyageuse me fait changer de lieu un petit peu plus d'un livre à l'autre. J'y reviendrai peut-être. Mais j'avoue qu'au niveau du paysage, là, c'est très ouais. Unique, tellement. Ouais, l'Internet n'est pas tout le temps avec la neige. Là. Amélie qui est en campagne, elle a de la misère. Mais toi, moi, Amélie, tu peux le réécouter en redifféré. C'est pas si pire, là. C'est les petits bouts qui manquent. Je vais y aller avec les dernières questions. Si vous en avez, tout le monde, comme d'habitude, je n'ai pas lancez-les. Je vais les poser comme d'habitude. Une question que ça fait un petit moment que je n'ai pas posée, mais que je suis vraiment curieuse ce soir. Dans tous tes romans, avec tes nouvelles, peu importe, dans tous tes romans, si mettons, quelqu'un qui me disait, OK, oui, Ariane Gélina, OK, avec quel livre je devrais la découvrir? Oui. Est-ce que je peux demander à la personne si elle préfère les nouvelles ou les romans avant? Oui. OK. Je considère qu'il y a peut-être 3 portes d'entrée dans mes univers, comme par exemple quelqu'un qui commencerait avec le tome 2 ou 3 des Villages Assoupis, c'est peut-être pas l'idéal pour entrer dans les univers. Si la personne me dit qu'elle préfère les nouvelles, hors de tout doute, le sabbat des éphémères. Bonne porte d'entrée, échantillon, et c'est pas très long à parcourir pour savoir si ça nous intéresse. Sinon, j'hésite énormément entre Fermont et Trans-Taïga, le premier tome des Villages Assoupis, comme façon de découvrir mes écrits. Je suis pas capable de trancher plus que ça. À moins que la personne me le dise si elle veut vraiment des nouvelles à ce moment-là. Et puis, c'est difficile à évaluer soi-même, mais bon, je sais qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui ont beaucoup, qui disent que Trans-Taïga, dans ce que j'ai écrit, ben, c'est préféré ou bon, j'aime pas ça dire ces choses-là, mais bon. Mais comme auteur aussi, c'est immanquable. On dirait que nos lecteurs ont tendance à tout le temps préférer le même de nos livres. Et puis on se retrouve à dire bon, encore. Alors qu'on voudrait toujours que le préféré, ce soit le dernier qu'on a publié ou que systématiquement, à chaque fois qu'on a une nouvelle parution, oh wow, c'est mon nouveau préféré, c'est mon nouveau préféré. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout dépend du nombre de personnes qui donnent un avis après sur le roman. Oui. Là, je regarde. OK, bon, tu as répondu à ceux-là. Donc, je vais regarder. Tu veux pas savoir si je sacrifie Jonathan? Non. Non. Tu restes, Jonathan. Oh non, pas mon confrère des ténèbres. J'avais vraiment trouvé ça très drôle. Oui. J'étais comme, c'est quelle question qui est encore pire que la mienne? Genre, qui tu tues dans les personnes que t'aimes? Oui. J'étais comme. Au niveau de l'écriture, bon, tu disais que tu étais comme, tu es dans l'horreur, thème de science-fiction, tu touches un petit peu aussi, au romantisme. Est-ce qu'il y a un genre littéraire que tu sais que tu n'écriras jamais? Tu dis, moi, là, je ne verrais pas Ariane Gélina sur un livre qui parle de ça. Ça ne m'intéresse pas, je m'en vais pas là. Il y a beaucoup de genres que j'ai déjà abordés, puis d'autres que je suis ouverte à le faire.
mais probablement de la littérature jeunesse, que je me dis que j'en écrirai pas. Bon, lorsqu'on affirme quelque chose comme ça, on dirait qu'il y a toujours quelqu'un qui j'avais été trompé. Mais bon, par rapport, tout à l'heure, je te disais mon affection pour aller au bout des projets de façon aussi intense, que ce soit dans l'horreur et dans l'érotisme. Ça me prendrait, si j'ai une idée que je me dis, ça, c'est vraiment une idée jeunesse, qui sait, mais j'évaluerais qu'il y a quand même peu de chances. Il y a plus de chances que j'écrive un roman d'amour, je crois, qu'un album jeunesse pour les 3 à 6 ans. OK. Ouais. En plus, c'est précis. Il y a plus de chances pour les adolescents, là. Ça, bon. Mais là, on rentre dans les détails. Donc, roman jeunesse. Donc, livre de bain, ça, non. Des livres de bain. Oui, des livres, tu sais, que tu peux échapper dans l'eau, là, pour les tout petits. OK. Ah, ouais. C'est comme 4 pages et 2 images. Tu sais, c'est comme plus d'images puis un mot. Non, je pense pas que je vais écrire ce mot-là. Canard. Canard. Quand même très drôle. J'avais pas compris. J'appelle ça des livres de bain. Ben, effectivement, ça sert à ça. Mais il y a des gens qui lisent dans le bain. Oui. Ouais, moi, c'est dangereux maintenant. À mon âge, un livre de bain, là, je souhaite juste que ça n'arrive pas, parce que je pense que je vais pleurer. Oui. Je pense que si mon livre tombe dans le bain, c'est genre comme. Voilà. Tu sais, des fois, là, mettons, tu bouges dans le bain, puis l'eau, elle remonte un peu trop. Là. Quand ça arrive, là, genre, je me redis, puis je suis comme. OK, c'est beau. L'eau, elle n'a pas touché aux pages, je suis correcte. Ça l'a pas survolé. C'est le cœur de serre. Mini crise cardiaque de. C'est beau. Moi, j'ai plutôt des historiques avec de la peinture et des livres. C'est triste. Je tiens mes saujoints, tu sais, je prends même pas la peine, moi, de, tu sais, si mettons, je brosse les dents, il est en arrière sur la sécheuse. Tu sais, je le garde même pas à côté pour être sûr que l'eau ne vole pas dessus. Vraiment juste comme dans le bain, que c'est comme à mes risques et périls. Puis, personne avisé. Ouais, ben tu sais, souvent, c'est comme plus, je le mets genre plus loin sur le tapis à côté. Puis, ben, coup que je suis bien installée, je le reprends parce que c'est beau, c'est correct que je bouge plus jusqu'à ce que je sorte. Mais c'est très drôle. Un livre de bain. J'aurais jamais pensé à ça. J'ai vraiment appris, c'est très drôle. Est-ce que tu lis quand tu écris? Ou est-ce que c'est vraiment deux choses que tu n'es pas capable de mélanger? Et quand tu écris, est-ce que tu lis le même genre? Ou ça te prend autre chose pour pas t'influencer sur ce que tu écris? Je lis toujours beaucoup quand j'écris. En fait, je lis toujours beaucoup. Point. Mais quand j'écris aussi. Puis, il y a peut-être 12 ans, je pouvais penser que c'était peut-être pas préférable de lire quelque chose dans le même genre, mais là, je pense le contraire, que même ça peut peut-être être bénéfique de lire quelque chose de similaire un peu en même temps. Si je suis en train d'écrire de la science-fiction, de m'immerger dans de la science-fiction, puis d'être vraiment à l'intérieur du genre. Donc, non, j'ai pas de limite là, que je vais me donner, de dire je vais moins lire ça. Non, non. Donc, au contraire, si je suis dans le fantastique, l'horreur, je vais me baigner là-dedans. On revient avec les livres de bain, là. Mais c'est bien. En ce moment, quel livre tu lis? En ce moment, je m'apprête à commencer le plus récent roman de Philippe Aubert-Côté qui s'appelle Le sculpteur de vœux, si ma mémoire est bonne. Il vient juste d'arriver dans un colis que je vais ouvrir tantôt. Et donc c'est un livre que je vais commenter dans la revue Les Libraires. Autrement, ce que j'ai lu récemment, c'était pour la table ronde sur la fantaisie au féminin au Salon du Livre de Montréal. Donc, j'ai lu Les monstres intérieurs d'Héloïse Côté, L'héritage du Camille de Valérie Harvey et Anan, le prince de Lily Boisvert. 3 romans de fantaisie de qualité que j'ai lus pour la table ronde. Novembre, en ce qui me concerne, ça égale lecture que je choisis pas. C'est comme ça chaque année. C'est soit des lectures pour des tables rondes, des chroniques. Mais il y a des périodes comme décembre. Au mois de décembre, je peux lire davantage. C'est ce que je souhaite. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera. Mes piles sont partout autour. Je vais s'arranger pour cadrer sur mon petit décor de désert. Mais il y a des livres autour.
J'essaie, moi, de me faire montrer la lire, ça fonctionne pas très bien. Je m'en sors pas trop pire, mais je dirais que je dépasse plus de ce que j'ai prévu. Fait que voilà. C'est comme j'avais prévu des lectures pour novembre, et là, j'ai fait comme bon, ben il y a 2 lectures qui ont été reportées à janvier parce qu'il y a des gens qui veulent faire des lectures communes avec moi, mais pas avant janvier. Puis j'étais comme OK. Fait que j'ai comme déplacé 2 lectures. J'étais comme bon, 2 de moins. Mais il y en a d'autres aussi, là, je sais qui regardent, puis qui font des piles, puis qui suivent, là, puis je suis comme sérieux, wow. Wow. Moi, à chaque début de mois, je suis comme qu'est-ce que je lis ce mois-ci? Est-ce que je vais être capable de le faire au complet? Voilà. Donc, à voir, à voir. Je vais regarder aussi au niveau de ma librairie pour essayer d'avoir le catalogue. Je suis très curieuse de lire tes chroniques puis de voir tes suggestions. Je pense que je vais m'informer pour savoir quand ils l'ont, de m'en mettre un de côté. Oui, exactement. Puis, on peut s'abonner à ce moment-là si ça coûte quelque chose, mais autrement, c'est gratuit. C'est juste que des fois, ils partent tellement vite que ça peut valoir la peine de demander que ta librairie t'en mette un de côté. Oui, ben c'est ça, là, je passe demain, fait que je vais leur demander ouais, hier, j'ai fait un live avec un auteur, puis elle fait une chronique dans les libraires, fait qu'elle m'a dit que je pourrais demander à en avoir de côté. Fait que je vais m'essayer, sinon ben, je m'abonnerai. C'est pas si grave que ça. Le fait que tu sois auteur et là maintenant tu étais directrice littéraire, est-ce qu'au niveau de tes lectures, même par envie, est-ce que tu trouves que ça te rend plus exigeante sur ce que tu lis? Ou si tu es capable vraiment de mettre ça de côté, puis quand tu lis, tu décroches? C'est pas le fait d'être directrice littéraire qui me rend exigeante, c'est l'ensemble aussi de mon parcours. Je dirais que je suis exigeante, ayant des grandes tendances au perfectionnisme. Puis ça fait longtemps qu'on m'amène dans mon parcours littéraire à analyser là, les livres, que ce soit quand j'étais au bac, à maîtrise, au doctorat. Donc, immanquablement, s'il y a des coquilles, je vais en voir plusieurs. Ça risque un petit peu de me sortir là, du livre s'il y a des problèmes de syntaxe. Donc, je suis quand même une lectrice exigeante. Oui, je vais dire, c'est pas beau mentir. Ben non, mais c'est correct, c'est correct. Il y en a beaucoup qui. J'ai posé la question à beaucoup d'auteurs, puis ils m'ont dit oui aussi. Donc, je trouve ça très drôle. Il me reste 2 questions. Fait que tout le monde, si vous en avez d'autres, c'est maintenant. Posez-les. Donc, mes 2 dernières questions. Donc, mon avant-dernière. Est-ce qu'il y a en fait, dans tous les livres que tu as lus, est-ce qu'il y en a un que tu as fait, oh mon Dieu, j'aurais aimé ça, avoir écrit ce livre-là? Ça rejoint un peu ta question finale que je sais que tu vas me poser. Hein. C'est sur le livre que je sauverais, que je sélectionnerais entre tous. Je dirais, il y a chaque livre de l'autrice Martine Desjardins dont je vais parler tantôt est vraiment un bijou. Elle les travaille longuement. J'aimerais, j'aurais aimé écrire ces livres là, pour répondre à la question, particulièrement Maléficium. Si j'avais à en choisir un, Maléficium de Martine Desjardins, quoique les bons livres, pilules où il y a également, des moments plus personnels, mon amoureux est auteur, c'est Frédéric Durand, puis j'ai déjà dit dans un ou 2 lives, donc il m'a vraiment conquis avec ses écrits. Donc, d'une certaine manière, j'aurais aimé aussi écrire La nuit soupire quand elle s'arrête, qui est un roman qui est vraiment marquant dans notre relation. Puis le personnage s'appelle Ariane, et il l'a écrit avant qu'on se connaisse. Donc, bon, c'est très romantique. On a commencé à correspondre. Et puis là, maintenant, on est dans la maison au fond de l'impasse, tous les deux ensemble. C'est comme ça qu'on surnomme les vieux. Donc, peut-être ça aussi, mais là, ça fait déjà 2 réponses. Ben, en tout cas, le livre La nuit soupire. Quand elle s'arrête. Quand elle s'arrête. J'étais comme quand elle meurt, mais j'étais comme non, c'est pas ça. Je l'ai acheté récemment, donc je l'ai.
Le seul livre que j'ai lu de lui, que j'ai bien aimé, c'est 15 croix pour un lys, 15 croix pour un lys rouge, si je me trompe pas dans le titre, qui parle vraiment de notre fête, la Saint-Jean. Donc, j'ai trouvé ça cool. Ça l'a. Ouais. Ça, c'est un slasher à la Vendredi 13, comme on parlait en tout début de live. C'est un roman qui se veut clairement un hommage au slasher, mais version Québec. Puis, il n'existait pas de slasher avant 15 croix pour le lys rouge sur le Québec, parce qu'il y a beaucoup de slashers avec des meurtres style à la Saint-Valentin, à des fêtes plus Noël. Ah, Noël, ça, c'est une des fêtes préférées des slashers. Il n'y en avait pas de Saint-Jean-Baptiste, mais pourtant, la hache des patriotes devait être brandie. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous pouvez vous informer. Oui, effectivement, Chana qui dit « Wow, c'est une belle histoire ». Oui, effectivement. Oui. C'est toujours... Celle-là, elle est moins romantique. Mais c'était quand même très cute. Donc, tu sais, c'est le fun. On va pouvoir savoir ça maintenant. On va l'avoir en tête en le lisant. Donc, c'est très, très cool. J'ai des romantiques là, sur le groupe. J'en fais partie. Moi. J'ai redécouvert cette année que j'étais une grande romantique finie. J'essayais de le mettre de côté, puis finalement, ça n'a pas marché. Donc, excuse-moi, il y avait de l'attention féline qui était demandée. C'est correct. Donc, j'ai pas eu de questions, donc je vais y aller avec la dernière que tu as bien vue. Donc, la dernière et non la moindre, qui est peu importe le genre, peu importe le style, si tu me disais, Marie, tu as un livre à lire une fois dans ta vie, ce serait lequel? Ah, bon, je mentirais pas, j'ai passé la journée à y penser. Bon, je dirais, bon, pour essayer un peu de répondre, un intégral des œuvres d'un auteur en partant. Tu sais, les gros livres, là, style le bouquin, là, qui sont presque 2000 pages et puis qui sont des espèces d'omnibus. Donc, peut-être celui, l'intégrale des œuvres d'Edgar Allan Poe. C'est un auteur qui est quand même classique en fantastique, mais il est fondamental dans le parcours de plusieurs auteurs. C'était mon cas. Il m'a donné le droit au macabre. Parce qu'avant de le lire, j'avais certaines hésitations sur à quel point je pouvais aller loin dans le macabre. Et puis, après, j'ai lu toutes ces nouvelles. J'aime beaucoup les nouvelles, ça aussi. Ça m'a donné envie d'aller du côté de la forme brève. Et il y a des images chez lui que j'oublierai jamais, que ce soit Bérénice avec ses petites dents là, qui sont une par une dans une petite boîte, le chat noir qui est emmuré à l'autre bord d'un mur et puis qui est comme lié à une histoire vaguement satanique. Une femme qui est décédée, qui bouge et puis on sait pas trop exactement. Donc, non, d'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué. Puis bon, mon choix est pas définitif, mais je vais y aller avec ça puisque c'est ça la question. Il faut choisir. C'en est un livre que j'ai voulu acheter, mais je sais comme pas quelle version, quelle traduction prendre. Fait que je me suis dit, parce que c'est encore, ça dépend des libraires. Tu sais, j'ai des libraires que j'ai demandé des traductions, ils m'ont dit avec celle-là, puis j'en ai d'autres qui me disent non, c'est comme genre la pire traduction, on prend elle. J'étais comme. Les écoles de pensée diverses. La version par Baudelaire, il a un petit peu changé certains des passages, mais comme c'est un poète, ça crée certaines ambiances. J'aime bien ces versions-là. Ben, j'en ai vu une qui m'intéressait pas pire, qui était, c'était quand même un grand livre, là. Puis, si je me trompe pas, la reliure sur le côté est bleu marine. C'est comme tout ce que je me souviens. Mais celle-là, elle m'a marqué, mais j'ai pas encore checké. Mais je commence là, tranquillement pas vite à me regarnir de classiques pour. J'adore la littérature, mais je ne vais pas chercher comme la base. Là. Fait que j'étais comme non, je me sens obligée de le faire. Fait que là, tranquillement pas vite, je me regarde des classiques. Puis, oui. Bon, mon chat il est d'accord avec ça, Eden. Du haut de ses 18 ans et demi. Il est tellement beau. Merci. C'est mon petit pépère. Bon, allez, regarde par là. C'est là que ça se passe. La mienne aussi, elle serait. Moi, elle est un objet. Moi, c'est le choix papa, là. C'est genre. Juste te dire, on est. Mettons, bon, des fois, on fait ça le soir, là. Genre, on se couche, là, ben. On n'est pas fatigué. C'est juste pour dire que là, il est rendu genre 10 heures, puis que c'est l'heure de se coucher parce que c'est l'heure qu'on s'est mis, qu'on se couche la semaine. Genre, à 10h30, on est encore réveillés, puis on continue à parler, mais tu sais, le choix est là. Il se lève, peu importe où ce qui s'en va dans la maison.
Non, tu sais, une fois, elle est là, je la flatte, à part. Peu importe, je suis en train de la flatter à quelque part, elle entend la porte ouvrir, elle sait que c'est lui, à part. Là, je suis comme, sérieux? Puis moi, quand je fais ça, tu fais pas ça. Là, j'étais comme, OK, d'accord. Elle vient me voir quand que je suis toute seule, mais tout souvent, elle colle papa. Ah, mon amoureux Frédéric, il dirait la même chose. Il dirait c'est le chat à sa mère. Puis quand je vais travailler au bureau du sabord, eh bien, là, étrangement, il y a un ébène fusionnel avec lui. Bizarre. Voilà. Mm. C'est pas grave, c'est très drôle. Mélanie qui dit merci mesdames, malheureusement j'ai manqué tout le début de l'entrevue. Je vais absolument écouter en rediffusion, super intéressant. Oh, merci, Mélanie. Ben oui, ben écoute, c'est là pour ça. Donc en rediffusion, ils sont toujours disponibles sur Facebook. Puis maintenant, ils vont être. En fait, j'ai fait ça un peu méchamment sur YouTube. Je les ai toutes mis sur YouTube, mais il en débloque 2 par semaine. Je les ai toutes remis dans l'ordre. Donc, on calcule que le 5, c'est le dernier, fait qu'il est encore dans quelques mois. Donc, tu sais, ils vont sur YouTube, ils vont popper à un moment donné. J'ai fait ça voulu pour qu'on me ramène l'attention sur ça. C'était voulu. Donc, voilà. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. C'est super agréable. Oui. Merci, Ariane. Pour merci, Marie. Qui vont regarder en redifféré ou qui viennent d'arriver, restez à l'affût la semaine prochaine. Un concours. Donc, Ariane qui va faire tirer avec moi 2 livres dédicacés. Donc, on vous prépare ça et on vous tient au courant. Donc, voilà. Je vous remercie. Puis, je vous souhaite à tous une belle soirée. Oui, et bonne lecture au pluriel. Oui. Merci d'avoir été là.